Exactement. Et quand il n'y a pas de stress, eh ben, il y a le S&P 500 qui progresse. C'est ça, Louis-Antoine, effectivement. Le S&P 500 qui a rebondi à partir d'un niveau 6 430 points, qui est un niveau qui était proche des 38,2% de retracement de la jambe de hausse, qui a prévalu justement, et qui est en train de réaliser de nouveaux sommets à partir justement de ce rebond à 6 430 points. À nouveau, situation très bizarre, je dirais, hein. Il y a quand même pas mal de conflits à travers le monde, notamment, évidemment, on ne le rappelle plus, bien qu'on en parle un peu moins récemment, l'Ukraine, la Russie, l'Iran qu'on face aux États-Unis, voilà des puissances de second rang ou nucléaires qui s'affrontent et qui mettent vraiment à une situation extrêmement préoccupante. Et pour autant, les marchés caracolent en tête avec également hein, le pétrole donc autour de 100 $. Donc c'est assez contradictoire, je dirais que c'est presque du jamais vu dans l'histoire des marchés financiers. Ouais, c'est totalement contradictoire, totalement dichotomique, puisque bah, il y a effectivement la géopolitique, mais cet impact de la géopolitique dans les modèles de croissance travaillés par les grandes institutions monétaires et bancaires du monde, l'OCDE, le FMI, la Banque mondiale, tous disent eh bien que tous ont revu à la baisse leurs perspectives de croissance pour l'exercice 2026. Et ben pour autant, les marchés sont tirés par quoi, vous le savez? Par les valeurs de croissance. Exactement, ce retour en hausse des marchés, donc depuis le 38,2 de retracement qu'on a vu tout à l'heure, est tiré par essentiellement les valeurs décroissantes. Donc le marché, en fait, avant cette guerre contre l'Iran, espérait dans les valeurs de croissance. Donc ça s'est tari un petit peu à l'approche de la guerre. Et puis finalement, ça repart de nouveau comme si rien ne s'était passé. Donc effectivement, le graphique que vous avez sous les yeux, qui compare d'une part le SP 500, la courbe en verte, et d'autre part le ratio growth stocks, donc valeur de croissance sur valeur dite plus traditionnelle, ce qu'on peut voir, c'est que ce ratio tire le S&P 500 vers le haut. Enfin, c'est pas le ratio qui tire le S&P 500 vers le haut proprement dit, mais les valeurs de croissance. Et pour preuve, ce qu'on a sous les yeux ici. Exactement. Et alors, tout est une question de logique, d'interprétation, de compréhension. C'est la tech américaine qui, évidemment, tire ces indices-là, comme souvent, depuis déjà plusieurs années. Alors, simple effet de rattrapage ou réelle perspective de croissance de marge opérationnelle. Bien là, écoutez, ce que l'on peut voir, en tous les cas, c'est que les valeurs de croissance, enfin la techno, hein, là vous avez sous les yeux le secteur techno américain, avait largement tiré le marché pendant une bonne partie de l'année 2025. Ce mouvement s'était tari quelque peu hein, à partir de la fin de l'année 2025. Et puis, à nouveau, là, je dirais que ça sort presque de nulle part. Euh, la techno tire de nouveau le marché américain avec force, avec vigueur. Et sur la partie basse du graphique, vous pouvez observer justement le momentum du secteur techno à l'égard du SP 500 et momentum qui a réalisé de nouveaux sommets. Donc là, c'est la force relative par rapport au SP 500 qui témoigne du fait de cette capacité de la techno à tirer le SP 500 vers de nouveaux sommets. D'ailleurs, la techno réalise également un nouveau sommet historique. Donc, c'est à nouveau extrêmement surprenant, je dirais, de mémoire d'analystes et d'économistes sur les marchés maintenant depuis 25 ans, que dans une telle période de chaos, des guerres, du pétrole extrêmement à un prix extrêmement élevé, avec des tensions potentiellement inflationnistes, et bien finalement le marché réalise de nouveaux sommets et trouve la force de s'intéresser évidemment un secteur qui est très prisé maintenant depuis quelques années, mais quand même, c'est extrêmement surprenant. Et vous Voilà. savez Donc, pourquoi? Vous pardon. savez pourquoi, David? Parce que bah, les marchés, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont de la visibilité. C'est-à-dire qu'effectivement, la géopolitique est, euh, comment dire, est mal embarquée, n'est pas, mais elle offre de la visibilité. Il n'y a pas de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. Mais tout le monde le savait finalement par la force des choses. Donc finalement, les modèles sont faciles à tirer. On poursuit, David, si vous le voulez bien, et on va finir avec les semi-conducteurs, le corollaire de la tech. Donc les semi-conducteurs, eh bien, ils ont de nouveau
la cote? Oui, effectivement, ce qu'on peut relever dans ce temps d'intérêt à l'égard de la techno, on peut regarder un sous-ensemble qui relève justement des semi-conducteurs. Donc, on a des titres qui sont assez prisés aux États-Unis, tels que Broadcom, par exemple. Et comment dire, cet indice des semi-conducteurs qui s'appelle le SOX aux États-Unis, c'est un ETF que l'on peut acheter directement, donc qui reprend l'essentiel des valeurs de semi-conducteurs aux US, est en train, lui également, de réaliser de nouveaux sommets historiques avec, vous avez vu sur la partie basse à nouveau, la force relative du SOX contre SP500 qui est extrêmement vigoureuse, je dirais, depuis la première partie de l'année 2025 et qui, elle également, bah, vous voyez, est sur des sommets historiques. Donc voilà, donc on a en gros un secteur de la tech avec diverses valeurs technologiques qui tirent les marchés vers le haut, mais avec un réel intérêt pour certaines valeurs qui sont liées donc aux semi-conducteurs aux États-Unis et sont ceux malgré le prix du pétrole, certaines incertitudes géopolitiques et donc un niveau de volatilité qui finalement est revenu à des niveaux plutôt normaux sous les 20%. Ok, exactement. David, vous l'avez dit, alors ça ne se voit pas, ça fait 25 ans que vous travaillez les marchés financiers. On aurait dit 2 ans en vous regardant. Euh, Alors, le chèque, David, c'est adressé à TV Finance ou à Louis-Antoine? pas directement sur mon compte, mais Très bien. non, non, je le pense vraiment. Mais David, dites-nous alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces conditions de marché-là, justement? Qu'est-ce que vous conseillez? Parce que effectivement, vous nous expliquez quel est le bruit actuel, comment les marchés réfléchissent. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous conseillez aux téléspectateurs qui nous regardent de rentrer sur le marché ou au contraire bien de supposer que tout ceci va avoir une fin et que les marchés vont finalement recouvrer un peu de conscience et de certitude? Alors, c'est une très bonne question parce qu'il y a différentes choses dans les marchés. Il y a ce qui relève des valeurs intrinsèques ou finalement de la géopolitique ou de l'analyse macroéconomique, l'inflation, etc. Et sujet dont on ne parle pas depuis maintenant un certain temps, c'est le niveau de la dette dans certains pays, notamment aux États-Unis. Donc, on est dans des situations complètement explosives et chaotiques d'un point de vue de l'économie réelle et de la réalité en géopolitique également, donc en macroéconomie. Et pour autant, les marchés progressent. Et je crois que finalement, ce qu'il faut suivre sur les marchés, c'est les émotions, le sentiment, le momentum, et aller là finalement où il y a un intérêt, je dirais, pour certaines classes d'actifs. Donc faire fi, malgré tout ce que l'on vient de se dire, euh, de la macro, des risques, parce que finalement, enfin des risques, si je puis dire, surveiller son niveau de risque, mais finalement, vous voyez, malgré tous ces problèmes, des puissances nucléaires qui s'opposent, le pétrole et l'inflation, la dette, finalement, le marché réalise de nouveaux sommets. Et donc, si on regarde ça, on en discute, etc., bah, finalement, on ne fait plus rien. Alors finalement, ça monte. Voilà. Donc, je pense que ce qu'il faut suivre, c'est plus l'émotion des marchés. Si l'émotion est attirée, ou en tout cas certains investisseurs sont attirés par certains secteurs, que ce soit les semi-conducteurs, que ce soit la techno. Je pense qu'il faut prendre le train en marche plus que, on dit en économie, faire face à un coup d'opportunité. Voilà. Eh ben, Donc, écoutez, eh ben, on suivra tout ça, effectivement, et on a besoin de vos éclairages, David. Preuve en est, ce matin, le pétrole monte parce que le risque géopolitique s'accroît. Je rappelle hein, que Téhéran et Washington sont très loin de trouver un accord. Téhéran qui est en train de bombarder, a priori à confirmer, mais qui est en train de bombarder ses voisins. Et pour autant, bah, l'or baisse. oui. Voilà. Alors, ouais, À vous. c'est une question. Oui, vous voulez dire, Louis-Antoine, vous me challengez là-dessus ou... Non, pas du tout. Hmm. C'était non, non, pas du tout. Je vous challenge pas maintenant, mais voilà. En tout cas, c'est pour expliquer que les marchés sont beaucoup dans l'émotion et dans finalement tout ce qu'on a appris, la théorie qu'on a appris. Eh bien, elle est en train d'être mise à plat actuellement. Et effectivement, alors il faut se baser sur ses émotions, mais il faut surtout les maîtriser, je crois. Alors, quand je parlais de se baser sur ses émotions, je parle finalement, le marché réagit par envie, par mode. Il y a
plus d'irrationalité dans les marchés que de rationalité. Voilà, si on était rationnel, ou si les marchés étaient rationnels, on ne verrait pas de nouveau sommet historique sur le SP500, on ne verrait pas une volatilité sous les 20%. Et donc, le marché n'est pas rationnel. Et il faut plutôt intégrer cette donne que de se dire finalement le marché rationnel et donc on fait rien et on ne prend pas en compte le fait que le marché réalise de nouveaux sommets. Le marché a envie de monter, je pense qu'il faut s'intéresser à des valeurs qui montent et essayer de trouver là où il y a du momentum pour s'inscrire dans un mouvement haussier plus que de rester dans des discussions de salon en se disant voilà il y aura de l'inflation, il y a du pétrole, il y a des problèmes géopolitiques, etc. Ok, ça c'est des discussions de salon. Maintenant, concrètement, que se passe-t-il sur le marché? Le marché monte, donc il faut accompagner ce mouvement. Eh ben écoutez, le message est passé. Merci beaucoup, David, d'avoir été avec nous ce matin. David Turcage, CEO d'IOF Capital. Merci beaucoup pour vos éclairages, vos analyses et comment on pourrait dire, le temps que vous nous offrez. À très bientôt, David. On va marquer une page de publicité dans notre émission, dans notre édition du 24 avril. Et juste après, on reprend le fil classique de notre matinale, puisqu'on retrouvera Antoine Quesada qui va nous dire dans quelle mesure ce bruit géopolitique plus qu'effarant, plus qu'assourdissant, est en mesure éventuellement de nous faire revoir nos points d'entrée, nos points de sortie sur le CAC 40. À tout de suite sur TF1.